le nom de Jean Taragna résonne avec familiarité pour les Calédoniens. Mais son récit, jugé insolite par certains, plonge aux racines d'une époque où la Nouvelle-Calédonie portait un tout autre nom. La famille Taragna, une authentique dynastie, trace son héritage entre ses racines auvergnates et son histoire singulière en Nouvelle-Calédonie. Quel héritage Jean Taragna laisse-t-il derrière lui? Quelle a été son épopée au cœur du Pacifique? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Histoire. Avant de venir ce matin, j'ai compté les générations, j'en suis arrivé à 7. Cette génération jusqu'aujourd'hui, dans ce temps de mémoire, nous sommes rassemblés. Alors notre famille a fêté cette année ses 180 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. Il est évidemment absolument indispensable, utile et j'allais dire, on ne peut pas faire autrement que de faire perdurer à la fois les liens familiaux et à la fois aussi le travail qui va avec, ce travail de collecte de la mémoire et d'organisation de cousinade. Les liens sont encore très forts entre les cousins, surtout la génération de mes parents qui se connaissent tous, de maman, qui connaît tous ses cousins. Ils sont restés assimilés à ce moment. Mais non, mais lui, il allait vendre des matériaux de construction et tout ça. Ben, vas-y. Bon, moi, je m'appelle Anne-Marie, née Lobro, et je suis descendante de Jean Taragna par une de ses filles, Marie-Joséphine, et c'est mon arrière-arrière-grand-père, Jean Taragna. Moi, c'est Françoise, je née Lobro également, et on est de la même branche et à la même génération. Donc, c'est arrière-arrière-grand-père Jean Taragna et descendante de sa seconde fille qui est née en Calédonie en 1862. Il est né le 8 avril 1816 à Issac-la-Tourette, qui est dans le Puy-de-Dôme. C'était un tout petit village au début du 19e siècle. Et c'était une famille de maçons. Ils étaient maçons de père en fils. Partout on dit qu'il était peu instruit, mais très intelligent. Donc je pense l'envie de découvrir. Très entreprenant, très entreprenant, de dynamique qui se bougeait. Donc, tout à fait. Et très ami avec celui qui deviendra Monseigneur Douard, qui était un enfant du pays également, qui n'était que prêtre à l'époque et qui réunissait les jeunes le soir à la cure pour des discussions, pour faire de la musique, voilà. Donc il était très ami avec Douard et c'est son dévouement à Douard qui a fait qu'il l'a suivi. Son rôle au sein de la mission en Nouvelle-Calédonie, ce métier va s'avérer très important. On peut même supposer que si Guillaume Douard emmène avec lui Jean Taragna, c'est peut-être aussi grâce à ses qualités de maçon, de menuisier, de bâtisseur en fin de compte. Jean Taragna va arriver sur le Bucéphale quelques jours avant Noël 1843, ce qui leur permet donc de célébrer la première messe en Nouvelle-Calédonie, celle justement de Noël 1843, sous le célèbre banyan de Balade. Ils sont arrivés en 1843 et puis quelques jours avant Noël. Et la première messe qui a été célébrée en Nouvelle-Calédonie a été célébrée au matin de Noël, le 25 décembre 1843.
Donc les missionnaires sont 5. Il y avait Jean Taragna, Frère Blaise Marmenton, Père Rougeron, Père Viard et Guillaume Douard, Monseigneur Guillaume Douard. Ils se sont installés et puis il y avait beaucoup de curiosité de la part de notre peuple et puis c'est d'autres personnes qui arrivaient avec d'autres couleurs. C'était cette peur qui naissait un peu dans les cœurs et puis la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir ce qui se passe, qui sont ces personnes et pourquoi ils sont là. C'est un peu une peur que chaque être humain peut ressentir face à ce qu'il ne connaît pas. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup peiné, ces missionnaires. Parce que les gens ne connaissaient pas. C'est quoi ça, l'évangile ou la personne qui arrive en soutane, parce qu'autrefois c'est la soutane. Mais je pense que ça a été vraiment une découverte pour les gens de se rassembler au pied de ce bannière, même si c'était un petit groupe de peut-être de 10 personnes. Mais c'est déjà quelque chose, voilà. Et petit à petit, parce que tout Balade était vraiment baptisé catholique. Il n'y avait pas, voilà, il y avait personne qui est mis de côté. Tout le monde est venu pour recevoir le baptême, l'évangélisation qui est arrivée par les pères. Ils décrivent assez bien comment ils ont vécu leur séjour, les premiers temps. C'était assez difficile. Cette arrivée s'avère a priori un peu compliquée, même si l'un d'entre eux, le frère Viard, pratique un peu la langue et cela facilitera les échanges. L'installation est compliquée d'un point de vue logistique. La sécheresse, les moustiques, l'installation difficile, c'est même la disette, on voit qu'ils mangent peu. Il faut dire aussi qu'ils sont arrivés avec des provisions pour 4-5 mois et que très étonnamment, pendant 19 mois, il n'y aura aucun autre navire qui va venir sur place. Quand on les retrouve, le Guillaume Douard par exemple n'a plus de chaussures, il marche pieds nus, les vêtements sont totalement usés et ils sont dans un sale état. Ceci dit, le frère Jean est vraiment celui qui s'est employé à rendre les choses un peu plus faciles. Il s'est révélé vraiment le bâtisseur de la mission. C'est lui qui va construire par exemple l'enclos à cochons. Ils sont venus avec des cochons et c'est lui qui construit l'enclos. C'est lui qui, l'anecdote que je trouve la plus symbolique, c'est lui qui construit l'embarcation, la plate, pour aller, donc vous imaginez, il faut tailler le bois, etc. C'est lui qui construit cette plate pour aller chercher du corail, pour que ce corail serve à fabriquer de la chaux, donc des briques, pour construire le four à pain. Je me pose des questions, comment ils ont fait pour faire venir les coraux de la mer pour faire cet escalier. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi dans ma tête, je me suis dit, wow, mais il faut qu'on respecte ce travail parce qu'aujourd'hui, on a tout le matériel qu'il faut pour construire, mais eux, comment ils ont fait? Et cet escalier est toujours là. Il a tout fait. C'était l'homme à tout faire. Il a tout fait, c'était l'homme à tout faire. Et il était considéré comme ça en tout cas. Ah oui, oui. C'était vraiment l'homme à tout faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il finit par en avoir ras-le-bol, parce qu'il ne s'entendait plus avec les prêtres qui venaient d'arriver de France. Il dit, ils arrivent ici, nous on est là depuis 4-5 ans, voire plus, on connaît le pays mieux qu'eux, mais ils n'ont pas besoin de conseils. Voilà. Donc ça le frustre, ça l'offusque, ça le dérange, qu'on ne tienne pas compte de son avis en fait. On voit dans sa lettre là qu'il dit qu'il doit obéir aux ordres des prêtres qui n'ont aucune idée, c'est écrit, de son métier. De son métier. Enfin, de tous les métiers qu'ils avaient besoin de pratiquer, parce qu'il fallait construire, mais il fallait, comme tu dis, faire à manger, il fallait faire des vêtements, il fallait coudre, il fallait faire tout ça. Charron, forgeron, maçon, cultivateur. Ils sont obligés de suivre totalement toutes les idées d'un père qui croit être le seul à connaître tous ces métiers. Ça, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas content du tout après le prêtre. Ça, c'est dans la fameuse lettre où il demande à être relevé de ses vœux. Voilà. Mon très révérend père,
Comme j'avais prié Monseigneur d'Amata lorsque je partis de la Nouvelle-Calédonie de vous écrire pour vous prier de me décharger de mes vœux et qu'il avait bien voulu s'en charger, je pensais que cela suffirait pour avoir une réponse. Ne la voyant point venir, j'ai pensé que la chose exigeait que j'écrive moi-même. Ainsi donc, je vous demande à être déchargé de mes vœux. Ce qui sera chose faite en 1852. On a du mal à comprendre si c'est parce que finalement il a moins la foi. On a plus l'impression que c'est parce que son aptitude à vivre en communauté est compliquée. Ses compagnons disent de lui qu'il ne peut pas justement vivre en communauté, qu'il a un sale caractère. Il ne supportait pas l'autorité. Ça, c'était son caractère, quelle qu'elle soit. A priori, il a souffert d'un manque aussi de reconnaissance du travail qu'il a accompli dans la mission. Il le dit très clairement lui-même, hein, je suis considéré comme un esclave et comme un étranger. Bon, c'est quand même des mots assez forts qui montrent bien à quel point il est blessé, à quel point il est même en colère. Donc durant les années 48 jusqu'à 52, Jean va faire plusieurs allers-retours entre Sydney, la Nouvelle-Calédonie, des tentatives justement d'installation, de mission à l'île des Pins, à Yingen. Et puis finalement, après justement qu'il soit relevé de ses vœux en 1952, il va s'établir provisoirement à Sydney, où il va rencontrer donc en 1854 Jeanne Gouge, et avec qui il va se marier du coup à Sydney. Le 20 juin 1854. Et se marie ? Voilà, c'est là, tu vois. 20 juin 20th day of June 1854. At St. Mary's Cathedral, Sydney. Ils vont vivre à Bendigo où finalement il décide non pas de chercher de l'or, puisque c'est le moment de la ruée vers l'or, il décide non pas de chercher de l'or, mais de construire les maisons pour ceux qui ont trouvé de l'or. Donc on retrouve encore une fois son travail de bâtisseur, d'entrepreneur en bâtiment. Et qui souvent le payait en or. Et voilà ce qu'il en reste. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, il doit y en avoir d'autres ailleurs, mais moi, j'ai récupéré juste les petites boules là, qui avaient été faites à partir des. Il y en a d'autres qui devaient le payer en argent, j'imagine. Mais en tout cas, certains le payaient avec les pépites d'or qu'ils avaient trouvées pour la construction de ces maisons, pour ces outils qu'ils vendaient, pour tout ça. Il va faire une petite fortune, en revenant à Sydney, où il continue à construire, à acquérir certains terrains dans ce qui est aujourd'hui le centre de Sydney. Il va rester quelques années en Australie, où va naître sa première fille. Et ensuite, ils vont décider de venir s'établir en Nouvelle-Calédonie, où là, il restera jusqu'à sa mort avec sa femme et ses 2 filles. Jean Tarania donc revient avec sa femme et sa fille à Nouméa, et là il va acheter des terrains, construire encore et toujours sa maison rue de l'Alma par exemple. Qui est ici, que voilà. Ah oui. D'accord. Ouais. Et donc il a vécu dans cette rue de l'Alma où il y a aujourd'hui la banque, la Société Générale. C'était le lieu c'était sa maison. Sa maison était là et ceux de la génération de ma mère ont connu cette maison. Il achetait, il revendait, Et en bon auvergnat, en fait, il amassait, quoi. Il amassait. Et il a fini avec quasiment toute la vallée des Colons. Mais c'est par parcelles. Il rachetait des parcelles, en fonction des morceaux qu'il avait déjà, il achetait des morceaux qui correspondaient aux morceaux d'à côté. Enfin bon, voilà. Et il s'est construit comme ça un patrimoine foncier assez important, mais rien lui a été donné. Il va acquérir des terrains à la vallée des Colons et sur ces terrains, il va aussi racheter la maison de Monsieur Canel.
Je suis Christophe Bouton, directeur du domaine du Château Hagen. Alors l'histoire du domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui le Château Hagen commence en 1858, donc au 19e siècle, lorsque Pierre-François Canel, qui était entrepreneur, maçon, briquetier, obtient par l'administration de l'époque concession d'un terrain de 13 hectares dans ce qui s'appelait pas encore la vallée des Colons, mais en tout cas sur ce terrain, eh bien, il va y construire une petite maison qui serait, dit-on, une des premières maisons en pierre, en dur de Nouvelle-Calédonie. Une seule pièce dans laquelle il va vivre, dans laquelle il va exercer, et à l'avant de cette petite maison, il va aussi créer une terrasse qui est faite de galets de rivière et de briques. Et les briques composent un nom de domaine, Château Canel Pierre. Mais il ne va pas forcément vivre très longtemps, Pierre Canel, ici seulement 5 ans. C'est là qu'arrive Jean Tarania, en 1863 jusqu'en 1878. Mais pendant ces 15 ans, Jean Tarania, il a un projet. Il ne veut pas rester dans cette petite maison. Il veut construire une belle demeure, une grande maison, et il va en dessiner les plans. Mais Jean Tarania ne verra pas l'achèvement de son œuvre puisqu'il va décéder en 1878. Il a eu 2 filles. Et l'aînée de ses filles, Anne-Marie, grandissant, va se marier à un monsieur qui s'appelle Georges Marcel Prévraud de Sonneville, d'origine bordelaise. Et c'est donc Anne-Marie avec Georges Prévraud de Sonneville qui vont reprendre la propriété des parents Tarania et qui vont, eux, faire construire, ils vont trouver des fonds nécessaires à la construction de cette belle et grande demeure qu'ils vont faire construire entre 1889 et 1892. Le 22 octobre 1892 signe la fin de la construction de cette grande demeure qui ne s'appelait pas encore Château Hagen. Et ensuite, ils vont la vendre Au Hagen. au Hagen. Et ce sont les Hagen qui vont l'habiter pratiquement tout le temps. Lucie Hagen va acheter la propriété en 1903, s'y installer avec ses 12 enfants. L'aîné de ses fils, Tibi Hagen, qui était un homme d'influence, lui va venir s'installer ici en 1916 et va y vivre jusqu'en 1947, date de sa mort. Sauf que Tibi Hagen, lui, il est marié avec une petite fille de Jean Tarania. Oui, complètement. Voilà, donc c'est quand même s'il rachète la maison, ça reste dans la famille. Et donc le château Tarania est resté dans la famille Hagen de longues années. C'est Tibi qui va du coup y habiter avec sa famille, donc ma grand-mère et ma mère et mes oncles. Cette maison, elle a finalement une histoire comme toutes les maisons de famille, hein, c'était un lieu de vie que moi j'ai un peu connu, parce que mon grand-oncle qui en avait hérité, hein, de Tibi et Marthe Hagen, y a vécu seul les dernières années de sa vie, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec ma grand-mère, qui m'y a emmené très souvent boire le thé, n'est-ce pas ? Cette maison, c'est d'abord appelée la Villa du Bagnan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur cette esplanade, sur ce parvis, trônait un magnifique et gigantesque Bagnan. Donc le nom, l'analogie était vite trouvée. C'est pour ça que cette bâtisse s'appelait la Villa du Bagnan. Mais ce Bagnan, en grandissant, devenait dangereux non seulement pour la grande bâtisse, mais aussi pour la maison Tarania, justement, parce que les racines partaient bien dans le système souterrain. Il y avait un système racinaire très fort qui pouvait impacter la bâtisse. Donc à un moment donné, la décision fut prise de couper ce magnifique arbre. Dommage pour l'arbre, mais un gain quand même pour le patrimoine bâti. Et lors D'une succession. Elle a finalement été vendue à la province sud. Mais c'est quand même relativement récent. C'est donc ces 2 filles, Anne-Marie Eugénie, qui est donc qui a donné la branche des Millard et des Larocque, et puis Marie-Joséphine, qui a donné donc la branche Lobreau, Hagen et Coursin.
Donc c'est deux sœurs qui vont beaucoup se fréquenter, beaucoup se retrouver et qui vont permettre aux cousins de bien se connaître finalement. Et bien malgré évidemment le nom Tarania s'est perdu puisque ces deux filles se sont mariées et que leurs enfants ont porté le nom de leur père, mais l'esprit de Jean Tarania est comme ça resté jusqu'à encore aujourd'hui dans la famille. Sa mémoire a été beaucoup entretenue au fur et à mesure des générations. La descendance à l'heure actuelle de Jean Tarania, d'après la remise à jour des deux branches, des arbres généalogiques des deux branches, on est certainement entre 800 et 1000. Et l'histoire de Tarania, ça s'agrandit puisqu'il y a la grande famille de Jean Tarania que je connais bien maintenant. Si les démarches ont été faites depuis 2007 pour qu'on puisse, la famille Tarania fasse cette rencontre avec la communauté de Balane, c'est parce que je garde toujours un bon souvenir de ce grand-père, cet ancêtre qui faisait partie de ce petit groupe de missionnaires. Et puis on va continuer à vivre comme ça, à créer des liens pour que l'histoire qui a été apportée par ces gens-là, ces personnes-là, ne se perd pas. Et puis qu'on se mobilise bien pour garder, toujours créer des liens. Alors là, je vais vous conduire vers l'église Saint-Jean-Baptiste en empruntant le chemin que peu ou prou empruntait la famille justement pour se rendre à l'office. Je le rappelle, l'église était sur le terrain du château Hagen à l'origine. Et l'église, en fait, a été bâtie sur le terrain qui a été donné par l'épouse de Jean Tarania à la mission. Pour qu'il puisse construire une église. Et cette église s'appelle Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il s'appelait Jean. On a grandi dans cette rue, donc. On descendait à l'église tous les dimanches. Et cette rue s'appelle la rue La Guimiville. Pourquoi? Tous les descendants de Tarania. Larocque, Guiraud, Millard, de Sonneville. Je pense que c'est important de conserver l'histoire de la famille. Le fondateur de cette famille a son corps défendant, puisqu'il n'a eu que 2 filles. Son histoire se fond avec l'histoire du pays. L'arrivée de la religion, la construction de Nouméa, c'est quelque chose qui nous lie en fait. Jean Tarania, il est l'archétype du pionnier, donc c'est un missionnaire avec tout ce que ça implique dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il fait partie de cette première mission. Et puis, il est aussi ensuite un laïc relevé de ses vœux avec toute cette dimension pionnière, cette personne qui s'installe en Nouvelle-Calédonie, qui bâtit la ville, qui vient avec sa famille, qui fonde sa famille, sa descendance. Famille Tarania, Jean Tarania, Jeanne Tarania. Ici repose Jean Tarania, âgé de 62 ans, décédé à Nouméa le 27 janvier 1878. Priez pour lui. Ce que je souhaite pour la descendance, déjà qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils savent d'où ils viennent et qu'ils soient fiers de cette ascendance, de cet ancêtre. On a invité une délégation de balade à venir avec nous à Nouméa. Ils sont venus avec nous jusqu'ici et ils avaient mis des manous partout pour faire la coutume en fait avec le frère Jean, comme ils l'appellent. C'était assez touchant, c'était même très touchant, faut dire. La plus grande trace que lui a laissée, c'est qu'il a laissé des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui sont là. Et ça, on ne peut pas les oublier, que ce soit moi ou les gens de balade, on ne peut pas les oublier parce que ça fait partie, ça rentre dans l'histoire. Et c'est lui qui fait le lien entre nous et la famille. Et c'est une belle histoire.
Thank you.